Je suis assez d'accord avec Joaquin Phoenix qui a dit en interview qu'il ne faut pas prendre de champignons avant d'aller voir ce film. Le film suffit. Beau is afraid. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que c'est tranquille, après on va tout spoiler. Beau is afraid est l'histoire d'un homme qui vit dans une société extrêmement agressive et qui décide d'aller visiter sa mère. Malheureusement, lors de son voyage, il se fait renverser par une voiture et finit dans la maison d'un couple. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, Next Story. Next Story est l'un des premiers services d'e-book et livres audio d'Europe. C'est une plateforme qui vous permet de lire des romans, de les écouter, de lire des BD/comics, de aussi lire l'actualité et plein d'autres types d'œuvres hyper intéressantes. Leur objectif est de rendre la lecture accessible à tous. Vous le savez, le cinéma, la littérature, les comics, les BD sont étroitement liés. Combien de fois voyez-vous des adaptations de comics, de romans ou même d'articles de presse au cinéma ou à la télé? La réponse est constamment. J'ai présélectionné 3 œuvres qui pourraient vous intéresser. Une BD officielle Avatar qui permettra d'enrichir le monde que vous connaissez de Pandora, le livre Dune qui arrive pile à temps pour la sortie de la 2e partie, et un classique de fiction dystopique, c'est évidemment 1984 qui a inspiré énormément d'œuvres de fiction au cinéma et dans les séries. Sur la page d'accueil de l'application, vous pouvez voir les recommandations de Next Story, l'actualité, les tops, les dernières sorties et plein de catégories différentes pour les différents genres. Vous avez même une catégorie qui s'appelle adapté à l'écran. Grâce aux 1500 éditeurs partenaires, vous allez avoir un accès simple et peu onéreux à plein de genres différents, que vous aimiez la romance, la SF, les thrillers ou même les guides de voyage. En utilisant le lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous allez bénéficier à 45 jours standard au lieu des 14 proposés habituellement. Donc foncez sur l'offre Next Story. Pour cette critique, il y aura évidemment la partie non spoiler où je vais juste rapidement parler du film, et dans la partie spoiler, je vais essayer de vous expliquer ce que moi je pense du film et ce que j'en ai compris, parce que c'est un film qui est quand même assez abstrait sur certains éléments. C'est le nouveau film d'Ari Aster qui a réalisé Hérédité, qui est vraiment très bien, mais mon coup de cœur à moi c'est Midsommar, que j'ai adoré. C'était l'une de mes expériences cinéma les plus mémorables. Et là il revient avec Boy is Afraid, et je pense que ça va aussi entrer dans cette catégorie d'expérience cinéma mémorable pour l'œuvre que c'est. C'est 3 heures de cauchemar, vraiment. C'est une comédie horrifique, alors vous allez vous dire c'est quoi ce mélange bizarre, mais le film est très drôle. On rigolait souvent dans la salle, on souriait, le film est vraiment drôle. Mais derrière cette comédie se trouve l'horreur, et il y a des moments extrêmement angoissants. Tu passes de moments absolument déroutants, même si drôle à certains moments, à des moments purement horrifiques. Mais le mélange est vraiment réussi d'après moi. Mais oui, ça fait vraiment très cauchemardesque, ça fait penser un peu au cinéma de Charlie Kaufman pour ceux qui connaissent, et c'est vrai qu'à certains moments ça part dans des abstractions assez folles, et la barrière entre la réalité, le rêve et le cauchemar, surtout parce que c'est plutôt un cauchemar qu'un rêve, est assez trouble et on sait plus où la mettre. Et c'est ça qui est passionnant par rapport à l'œuvre. Le film va quand même se faire sur sa mise en scène et sur ses idées de scénario, mais surtout la mise en scène. Il y a énormément de grands plans qui vont montrer les petits personnages dans le décor, et notre focus sera sur le décor. Il y aura plein de choses qui vont bouger dans le décor, et la manière dont les objets sont posés dans le décor sont hyper importants. Il raconte beaucoup sur la situation, et notre œil va souvent aller sur autre chose que les personnages durant ces scènes-là. C'est un choix qui est volontaire parce qu'il veut montrer la société qui oppresse justement le personnage principal, et le fait de montrer ces décors-là montre le parallèle entre les décors, le monde et sa santé mentale. Si vous comprenez le monde, vous comprenez l'anxiété que subit Beau. N'oubliez pas que le film s'appelle Beau is Afraid. Ça parle d'anxiété, ça parle de peur, et surtout ça parle de courage aussi. Donc vous allez voir énormément de choses qui vont défiler dans l'arrière-plan, et vous allez aussi vous intéresser à la direction artistique, parce que justement ces arrière-plans, ces décors sont extrêmement importants. Des choses ont été faites dans la vraie vie, mais la majorité ont été faites dans des décors parce que c'était pas possible autrement. Il y a beaucoup de plans qui sont, je dirais, relativement traumatisants. En tout cas, je vais m'en rappeler, parce que le film a une belle photographie qui plonge dans l'horreur et le cauchemar sans arrêt, quoi. Des fois, on dirait un film de David Lynch. Mais c'est l'attention aux détails qui va être extrêmement importante dans l'œuvre, et c'est sur ça que vous allez devoir aussi vous concentrer. Il y a plein de petits détails dans différents plans, dans différentes phrases, dans différents moments de dialogue ou dans différentes expressions du visage qui vont vous faire douter des personnages, du monde, et ça va créer une ambiance assez malsaine. T'as presque cette ambiance de conspiration, t'as l'impression que tout le monde ment à Beau, t'as presque l'impression que c'est Truman Show à certains moments. T'es vraiment dans une ambiance assez particulière, et la manière dont la société attaque Beau, ou l'inverse, la manière dont Beau voit la société, est vraiment bien
représentée dans l'œuvre. Il y a pas mal de montages psychédéliques vraiment bien réussis, c'est pour ça que lorsqu'on dit de pas prendre de champignons, le faites pas, vous allez battre trip. Il y a presque un côté méta qui est intéressant à l'œuvre. Il y a très peu de violence physique, mais lorsqu'il y en a, c'est pas extrêmement gore, mais ça vient appuyer sur ce que veut raconter l'œuvre, donc c'est vraiment réussi. Il y a quelques séquences en stop motion qui sont vraiment bien faites aussi. Le choix des musiques est vraiment important et les bruits sont hyper important aussi. Les bruitages, les petits sons, les dialogues, on dirait que t'es dans la tête de Beau à tous les moments du film et c'est ça qui va être assez crucial pour l'œuvre, c'est écouter. Écouter, c'est presque plus important que regarder à certains moments. Et il y a beaucoup de plans fixes qui vont s'éterniser sur les expressions des visages des acteurs et vont laisser les acteurs jouer. Et je pense vraiment que tous les acteurs sont excellents dans leur rôle. Joaquin Phoenix se fait un petit peu écraser par le reste du casting, mais c'est un peu le but, c'est de montrer à quel point ce personnage-là se fait écraser par le reste du monde. Mais ils sont tous fabuleux, c'est la vérité, ils sont tous excellents. Ils jouent d'une manière assez angoissante à certains moments sans tomber dans les travers de films d'horreur. Je sais pas si j'irais nommer ces acteurs pour des Oscars, mais en tout cas, ils sont vraiment présents et pertinents tout le long de l'œuvre. L'histoire, c'est vraiment l'étude de personnages presque psychanalytiques, je dirais, de Beau, et tout le film va se concentrer sur ça. C'est pour ça que tout ce que vous voyez à l'écran, il y a une limite entre le prendre de manière littérale ou de manière abstraite. Encore une fois, c'est la force de l'œuvre, c'est le mélange entre ce qui est réel ou pas. Il y a plein de thématiques qui reviennent, je vais rapidement les citer parce qu'on en parlera un peu plus en spoiler. C'est évidemment l'héritage, c'est super important. La mère de Beau est extrêmement importante dans l'œuvre. La culpabilité, c'est important aussi, on en parlera en spoiler. La maternité, la santé mentale, ça c'est assez évident. La société aussi, du point de vue de Beau, elle a l'air complètement abandonnée. Du coup, on se demande est-ce que c'est vraiment la société qui est à l'abandon ou est-ce que c'est juste dans l'esprit de Beau que se passe l'histoire. Et du coup, vu qu'il est anxieux et il a peur, la société a l'air bien plus horrible qu'elle ne l'est réellement. La confiance, la famille sont des thématiques qui reviennent beaucoup. Les traumatismes reviennent évidemment beaucoup, mais pour moi les thématiques principales sont le chagrin, le deuil, l'anxiété et la peur tout simplement, qui encore une fois se lie au courage. C'est un film de 3 heures, vous n'allez pas du tout être ennuyé, je trouve, en tout cas moi je ne l'étais pas. Limite j'ai envie de voir la version de 4 heures car j'étais hypnotisé par l'œuvre. Pour moi c'est un film qu'il faut voir au cinéma parce que je pense qu'il y a plein de moments dans votre vie, si vous regardez ça dans un salon, vous allez tenter d'aller sur votre téléphone. Parce qu'un film de 3 heures comme ça qui est assez abstrait, si vous n'avez pas la force mentale d'être focus ou faire comme moi, vous balancez votre téléphone et vous mettez en mode avion, ça va être compliqué. Donc c'est un film qu'il faut voir en salle pour être hypnotisé par l'œuvre et uniquement concentré par l'œuvre. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on ne sait pas vers quoi va l'œuvre, il y a beaucoup de surprises et on ne sait pas comment ça va finir. Les émotions que tu ressens par rapport au film, je dirais que c'est beaucoup la mélancolie, mais aussi la fatigue. À la fin, peut-être parce que c'était mardi soir à 23h30 quand le film s'est fini, mais à la fin, j'étais mentalement fatigué du film et c'est une émotion vraiment intéressante et qui m'a fait réfléchir au film, tellement qu'exceptionnellement, je n'ai pas fait cette vidéo en sortant du cinéma, je l'ai faite là en ce moment même à 6h du matin, après avoir rédigé quelques notes pendant 2 heures hier soir. Donc Boys Afraid, je le conseille à tous les gens qui aiment l'horreur un peu cauchemardesque. Les gens qui aiment Kaufman et Lynch, je pense que vous allez vous y retrouver aussi. Et les gens qui veulent voir une œuvre assez étrange, assez particulière, assez comique aussi parce qu'elle est drôle, mais aussi assez, le mot c'est cauchemardesque, je suis désolé. Et pour ceux qui veulent voir l'étude de personnage psychanalytique de Beau. Et c'est ça la grande force aussi de l'œuvre, c'est l'étude de ce personnage-là. Donc pour moi, c'est une très bonne œuvre. J'ai passé un très bon moment devant. C'est pas mon film préféré du réalisateur, mais honnêtement, je ne peux que le recommander. C'est le genre de cinéma qu'on aime voir et on aimerait en avoir un peu plus. Pour les fans d'horreur et de comédie horrifique, je dirais que vous pouvez foncer sur l'œuvre. Maintenant, on va passer en spoiler. Je vais essayer de parler des 4 séquences différentes dans l'œuvre en vous disant rapidement ce que j'y ai pensé. On pourrait en parler pendant des heures de ce film et analyser chaque détail, mais c'est vrai que ce serait bien de le faire avec des extraits. Là, en sortant de salle, fallait se rappeler du film et tout, c'était un peu compliqué, mais je vais faire de mon mieux pour vous expliquer ce que j'ai compris. Donc comme je vous l'ai dit, la thématique principale, c'est l'anxiété de Beau. Quand vous voyez cette rue violente au début, la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la société est réellement devenue comme ça, ou est-ce que Beau est tellement anxieux, a tellement peur de son entourage, qu'il a l'impression que la société l'attaque constamment. Même aller chercher de l'eau en bas de sa rue, c'est quelque chose qui lui crée énormément d'anxiété. Du coup, on peut se demander est-ce que c'est vrai ou pas ce qui se passe? Est-ce qu'il voit réellement ces choses-là? C'est la grosse question du film d'après moi. Qu'est-ce qui est vrai ou pas? Donc, il est un peu victimisé par la société parce qu'il perd un peu les pédales à cause de son anxiété. Quitte à se demander est-ce qu'on a réellement volé ses clés et sa valise ou est-ce qu'il les a volontairement perdues parce qu'il ne voulait pas aller voir sa mère qu'il a énormément traumatisé. Parce que si on l'a volé, qui l'a volé? Comment? Pourquoi? On a vu que c'est une société violente et du coup, ils iraient voler n'importe quoi, mais c'est plutôt quelque chose de psychologique où
lui ne voulait pas y aller de toute manière et il ment à sa mère en lui disant qu'il voulait y aller. Dans cette première séquence, on voit qu'il se sent rejeté par le monde parce qu'il est anxieux et qu'il trouve le monde extrêmement violent. Et à la fin, il perd complètement les pédales où on le voit à poil dans la rue. J'aimerais juste préciser un petit truc par rapport à la scène avec l'araignée. Alors vous voyez un bonhomme qui se tient au-dessus de sa baignoire. Pour moi, il n'y a pas vraiment de bonhomme. Pour moi, c'est juste l'araignée parce que vu la position du gars, pour moi, c'est une position d'araignée. C'est l'araignée qui est là au-dessus de lui qui va lui sauter dessus. On voit que l'araignée est agressive parce que juste avant, elle a tué un gars extrêmement tatoué et du coup, il est complètement anxieux par rapport à cette araignée. Je pense que le panneau est vrai, il y a une araignée dangereuse qui se balade et du coup, il est anxieux par rapport à cette araignée-là et il a vraiment peur qu'elle soit présente avec lui. Et donc, elle est symbolisée par ce gars un peu corpulent qui peut lui sauter dessus à n'importe quel moment. C'est ça son anxiété. La deuxième séquence est intéressante parce que c'est lui qui remplace de manière non volontaire le fils mort de cette famille. On comprend rapidement qu'ils ont été, ces gens-là, embauchés par la mère de Beau, mais surtout, on comprend rapidement que c'est un test. En tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. Pour moi, c'était un test, d'où les caméras, d'où tout ce qui se passe dans l'œuvre après. C'était un test pour voir ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il allait forcer pour aller voir sa mère ou est-ce que justement, il allait rester bien au chaud dans cette famille? Cette famille qui vit un peu la même chose que Beau à ce moment-là, c'est le chagrin, le deuil. Ils n'ont toujours pas réussi à tourner la page du fils qui est décédé, tellement qu'ils négligent leur fille qui se sent tellement négligée qu'elle bouffe des pilules comme des chips, et ensuite se suicide parce qu'elle se sent négligée par ses parents. Pour moi, là, ils remettent le chagrin au sein de la famille, tout en étant un test pour Beau qui doit s'imposer et s'en aller. Ce qui est intéressant aussi, c'est le personnage de Denis Ménochet qui est bien présent. Au début, je l'avais à peine reconnu, qui joue un homme qui est aussi traumatisé par la guerre, qui est prêt à tout faire en échange un peu de compassion et d'accueil. Mais il est vraiment traumatisé. La scène psychédélique dans le navire est extrêmement intéressante parce qu'elle parle du passé de Beau. Beau qui est tombé amoureux de cette fille, Elaine, au tout début de sa vie. Au début, je pensais que d'ailleurs le jeune Beau, c'était Joaquin Phoenix rajeuni, mais non, c'est un acteur. C'est juste que son visage est tellement lisse qu'on aurait dit un rajeunissement. Je suis matrixé par Disney, c'est la vie. Mais c'est important justement de montrer cette scène presque psychédélique où il a fumé, parce qu'au fait, on comprend le traumatisme que lui a infligé sa mère. De une, sa mère le surveillait constamment, mais de deux, il lui a dit que si un jour il éjacule, il allait mourir. C'est pour ça que Beau a des testicules énormes, c'est qu'il a laissé tout ça à l'intérieur pendant des années. Là, on voit un peu ce que sa mère lui a fait et à quel point elle a l'emprise sur lui. Emprise que la famille d'accueil a aussi sur lui. C'est un gars qui est constamment sous l'emprise des gens. Il n'arrive pas à s'affirmer. C'est ça l'histoire. Je vais assez vite sur les séquences parce que sinon on pourrait y passer des heures encore une fois. La troisième séquence est vraiment intéressante aussi parce que c'est là que tu vois un peu une sorte de Beau qui est apaisé parce qu'il arrive à un stade où il rencontre une femme enceinte. C'est quelque chose qu'il aurait toujours aimé avoir, t'as l'impression, un enfant ou une relation avec quelqu'un, mais tu vois qu'il est vierge dans l'œuvre parce qu'il ne peut pas éjaculer. C'est la peur qu'il a en lui. S'il éjacule, il meurt. Et du coup, il rencontre cette femme qui est enceinte, qui représente un peu ce qu'il aurait aimé avoir. Et c'est ce qu'on a dans la pièce aussi. C'est un peu l'Odyssée, enfin c'est pas qu'un peu, c'est littéralement l'Odyssée, où à la fin il retrouve ses enfants mais vieux, et on voit un peu les relations qu'il a avec les femmes dans ce monde-là, c'est qu'elles sont toujours masquées, ou leur visage est flou, ou alors elles ressemblent à sa mère. Il y a deux femmes dans sa vie, il y a Elaine qui est pas du tout comme sa mère, donc elle est brune et elle aime Beau, et l'autre côté sa mère qui est plus possessive, qui est rousse, qui aime Beau mais différemment. Et du coup dans cette Odyssée-là, il finit avec une femme qui ressemble beaucoup à sa mère. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il rencontre quelqu'un qui donnait à manger à son père. Alors est-ce que c'est réellement quelqu'un qui donnait à manger à son père et à son frère jumeau? On ne sait pas réellement, mais je ne pense pas que c'est son père, parce que son père représente autre chose. Après, ça pourrait être en ça son père biologique, parce qu'on le voit très bien, la mère n'en a rien à faire du père biologique de Beau, pour la simple et bonne raison que le père biologique de Beau n'a juste été utilisé pour procréer. La mère utilise constamment des gens, peu importe le code moral, et elle tue quelqu'un et donne de l'argent à sa famille, elle en a rien à faire d'avoir un code moral. Elle, ce qui l'intéresse, c'est avoir un enfant, le dominer, et puis basta. Du coup, ça pourrait être son père aussi, cet homme-là qu'on voit dans la forêt. Ça pourrait réellement, mais on ne sait pas. Peut-être c'est juste quelqu'un qui donnait à manger en effet à son père. Mais évidemment, ce moment de beauté finit en carnage, en vrai massacre, et c'est ça qui est intéressant aussi. Même ces moments un peu de calme, Beau ne peut pas les avoir. Mais évidemment, vous le voyez bien dans cette forêt-là, tout le monde est défoncé. Je crois qu'à un moment, il mange un truc qui est quelque chose de psychédélique. La quatrième séquence, c'est la séquence de la maison, peut-être la plus intéressante de l'œuvre, en tout cas la conclusion, le climax. Donc premièrement, il se rend compte que sa mère n'est pas décédée. Et tu vois qu'il n'est pas réellement soulagé. Limite, comme on le dit au début de l'œuvre, il serait soulagé si sa mère était morte. Mais là, elle ne l'est pas, et il n'est pas soulagé non plus. Il a limite peur parce qu'il sait qu'elle va revenir. La scène intéressante par rapport au sexe est cool parce que c'est la libération un peu pour Beau. Toute sa vie, on lui a menti. Il éjacule tellement qu'il aurait pu avoir un enfant parce que ça transperce le préservatif. Mais c'est pas l'éjaculation qui a tué la femme. Pour moi, Elaine a été empoisonnée ou alors elle a été tuée par la mère. Je ne pense pas que c'est le climax non plus qui a tué Elaine. Donc là, c'est la libération pour Beau parce qu'il se rend compte qu'en fait, on lui a menti toute sa vie. Si la chose la plus importante et qui lui crée le plus d'anxiété dans sa vie, enfin l'une des choses qui crée le plus d'anxiété dans sa vie est fausse, comment peut-il faire confiance à sa mère? C'est là que d'un coup, Beau est libre. Mais il n'a pas d'amis, il n'a personne, il n'a que l'amour de sa mère. Mais cet amour est évidemment toxique. Et sa mère refuse la résistance. Elle veut que Beau soit son petit enfant, quoi. Elle veut dominer constamment l'esprit de Beau et elle veut le maîtriser de A à Z. Et c'est là que Beau se libère et l'étrangle dans l'œuvre. Mais avant ça, il y a ce pénis qu'on voit, ce gigantesque pénis avec un visage et genre des bras
qui tue des gens, et le frère jumeau de Bo. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment de frère jumeau, il n'y a pas vraiment de pénis. Pour moi là, c'est la représentation de Bo qui a été enfermé. Ce qui a été enfermé, c'est la virilité de Bo, clairement. Il n'a pas pu avoir d'amour et être viril pendant des années parce que justement sa virilité a été enfermée dans le grenier. Et de l'autre côté, son frère jumeau, qui n'est d'après moi pas réel, en tout cas je ne sais pas, peu importe, ça n'a pas d'importance pour l'histoire. Son frère jumeau qui représente la défiance, qui représente l'audace de se confronter à sa mère qui a été punie. Et depuis, Bo, que ce soit vrai ou pas, n'ose plus se confronter à sa mère, alors qu'il le veut depuis toujours. Pour la mère de Bo, la sexualité est un monstre, et la virilité aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est pas pour rien que beaucoup de femmes sont cachées. Elles portent ou des masques ou sont floues. C'est pour justement l'empêcher d'avoir cette sexualité. Mais la seule femme dans sa vie qui n'était pas comme ça, c'était Elaine. Elaine est la nourrice évidemment qui était beaucoup présente dans sa vie. Et c'est là qu'on arrive à la mort de sa mère. Je pense que la mère est en effet décédée. Et ensuite Bo qui va vers vraisemblablement son suicide, qui est assez étrange d'après moi parce qu'il y a en effet ce côté de Truman Show au suicide. Mais c'est ce côté où il arrive et il est jugé pour des choses assez banales au final. Des choses qui étaient pas si graves que ça. Des choses que les gens font dans la vraie vie. Oui, tu peux avoir honte par rapport à ces choses, mais pas au point de demander la mort de quelqu'un. On met en avant la psychanalyse de Bo, tellement que même son thérapeute bossait avec sa mère. Et c'est un peu ce jugement pour des choses banales. Mais c'est lui, encore une fois, qui est trop anxieux, qui voit la société d'une manière trop horrible. Mais à la fin, je sais pas si c'est une fin positive ou négative, il se libère de sa mère parce que d'après moi, il tue sa mère, ou alors il lui fait très mal. Et en même temps, il se sent tellement coupable. Vous voyez la relation tellement toxique qu'il a avec sa mère que d'un côté, il l'aime, mais il veut s'en débarrasser. Et lorsqu'il s'en débarrasse, il se sent tellement coupable que d'après moi, il se suicide. Mais en même temps, si vous entendez bien la fin, on entend la naissance de Bo. Donc, est-ce que c'est un vrai suicide ou est-ce que c'est la renaissance de ce personnage-là qui va revivre? Ou est-ce que sa mort est sa renaissance? Oui, il est peut-être mort physiquement, mais psychologiquement, philosophiquement, il est mort et en même temps est né une nouvelle personne. D'un point de vue moral, en tout cas. Je pense qu'il faut pas prendre tout le film de manière littérale. Je pense qu'il y a un mélange entre les deux qui est intéressant. Je pense aussi qu'on pourrait avoir l'argument du fait qu'il a pris ce médicament au début et vu qu'il a pas trouvé de l'eau à temps, il est mort et tout le reste de l'œuvre, c'est un cauchemar qu'il vit. Pourquoi pas? Mais pour moi, la morale de l'histoire, c'est que Bo a enfin eu le courage à la fin de s'opposer à sa mère qui était toxique avec lui et qui maîtrisait sa vie. Et il a réussi à faire face à son anxiété et sa peur. Et c'est ça l'histoire de l'œuvre. Ce n'est que mon avis et j'aimerais beaucoup avoir le vôtre. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette œuvre. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.